Cette absence de son n'est pas un problème technique. Il s'agit simplement du quotidien d'une personne sourde ou malentendante. Bon, reprenons depuis le début. Un jour, on m'a dit il y a des enfants sourds dans une ville qui s'appelle Tiznit. On ne sait pas quoi en faire. Est-ce que vous pouvez faire, vous, quelque chose? Donc, j'en ai parlé à l'Institut, à l'Institut, autour d'un café à Yann, qui était prof. Je lui ai montré le mail qu'on m'a envoyé, qui me raconte, qui me parle de ces enfants et qui m'avait très affecté. Yann, il m'a dit, je suis d'accord pour y aller. L'audioprothésiste nous a dit, je suis d'accord pour y aller. Et là, je leur avais dit, on y va. Et là, on est rentré dans une dimension auquel je ne m'attendais pas. L'idée, c'était un peu de sensibiliser la société marocaine à la scolarisation des enfants sourds. Et donc, il y avait deux axes, c'est la formation des enseignants et l'appareillage de l'enfant, tout ce qui suit, l'appareillage, la rééducation à la parole, et ensuite, mais surtout sensibiliser l'entourage de l'enfant sourd à ce que vit cet enfant sourd. Nous avons visité deux écoles, une à Tiznit et une à Essaouira. Dans ces écoles, mon rôle était premièrement d'appareiller les enfants qui n'avaient pas pu l'être lors de précédentes missions, et d'autre part donc de contrôler les appareils qui avaient été mis par d'autres audioprothésistes. Tout d'abord en testant leur audition à l'aide d'un audiomètre et ensuite en adaptant les appareils que j'avais pu recueillir. Voilà, on lime un petit peu l'embout. C'est blanc là. Et on va lui adapter donc l'appareil sur l'oreille. Allô, allô. Ah, c'est fort. Voilà. En France, quand on appareille un enfant sourd profond, on l'appareille très jeune, donc on n'a pas les mêmes réactions. Là, au Maroc, on a vraiment les yeux qui pétillent, les gens qui nous remercient, mais 10 fois trop par rapport à ce que nous on fait, notre petite goutte d'eau, de voir les parents, les enfants qui entendent pour la première fois la voix de leur maman, de leur papa, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici et qui est vraiment génial de ressentir. C'est un choix de n'appareiller que les enfants qui sont scolarisés. C'est aussi un moyen de peut-être favoriser l'entrée en classe justement de ces enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils sont sourds. Donc là, on dit aux parents, bah non, votre enfant on ne peut pas lui mettre d'appareil parce qu'on n'en met que à ceux qui sont scolarisés, et on espère que la fois d'après, ils feront partie des enfants scolarisés pour pouvoir profiter de l'appareillage. C'est un choix qui peut paraître peut-être un petit peu difficile au début parce que pourquoi favoriser un enfant par rapport à un autre, mais après c'est dans le but de le faire aller à l'école et qu'il puisse apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que la communication, qu'elle soit gestuelle, verbale et la socialisation. Parce que souvent les enfants sourds restent dans leur famille, n'en sortent pas et ne connaissent pas ce qui se passe autour, quoi. Allô, allô. Ça va? Ah, ça marche. Celui-là, il est numérique. Ah oui, parce qu'elle en avait un autre avec le tournevis. Donc celui-là, avec le bruit, il fait moins fort. C'est mieux, pour mieux entendre la voix. Ça, c'est analogique. Voilà, celui-là, il est numérique. Donc quand il y aura du bruit, peut-être qu'on dira c'est moins fort. C'est normal. Après, on leur explique aussi que c'est pas tout d'appareiller, qu'il faut que leur enfant porte l'appareil, que ça va pas venir en un jour, que c'est pas parce qu'il a un appareil qu'il va se mettre à parler, qu'il va falloir se débrouiller pour trouver les piles aussi, qu'il y a quand même toute une éducation aussi des parents à faire pour l'expliquer comment marche l'appareil, marche, arrêt, changer la pile, le nettoyage basique qu'ils doivent faire après, une fois qu'ils sont à la maison. On appareille l'enfant, mais en général, on demande à ce que la famille soit là pour expliquer aussi ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et comment faire pour que ça marche et le plus longtemps dans le temps. Allô.
Out, out. Et ça. Et quand je fais ah, vas-y à toi. Ah. Oh. Je travaille à l'Institut national des jeunes sourds de Metz, donc avec mon collègue Adnan Bassou. Et moi, mon rôle, c'est vraiment, donc je le centre sur l'organisation, au niveau des séquences pédagogiques, au niveau du dispositif, physique, les tables, les chaises, comment on dispose les enfants sourds pour qu'ils se regardent tous, pour qu'on puisse favoriser une communication efficace. Et ensuite, je prends la classe et je réalise une séquence. Alors pour moi, c'est plus facile pour l'instant en mathématiques, parce que j'ai la barrière de la langue, sinon, qui me gêne. Et après, donc cette séquence ou cette séance est filmée. Ensuite, on en discute, on échange avec les enseignants pour comprendre un petit peu le déroulement d'une séance de mathématiques, donc qui est quand même bien spécifique avec les enfants sourds. Là-bas, c'est un travail de partenariat, déjà. Donc le travail se déroule en plusieurs phases. La première phase, c'est il y a un partenariat avec les enseignants et un partenariat avec les parents. C'est-à-dire que si les enfants sont appareillés, ils se doivent de les mettre à l'école. C'est un petit peu contractuel, on va dire. D'accord ? Moi, inversement aussi, c'est-à-dire que moi, avec les enseignants, je viens, donc il faut absolument qu'il y ait donc des séances de pédagogie qui soient réalisées dans leur totalité, d'accord, me demande un petit peu des comptes rendus de ce qui s'est passé, s'ils ont bien adhéré, s'ils étaient motivés. Est-ce que d'une année sur l'autre aussi, on me demande aussi de faire un bilan d'une année sur l'autre dans la même école, pour voir si ce qui a été mis en place, ce qui a été développé sur une séance l'année précédente est bien remis en place l'année suivante, pour qu'il y ait, si vous voulez, une évolution. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le visage qui s'éclaircit. D'accord, ça c'est impressionnant, quoi. Voilà, c'est très fort. C'était très fort, très intense. Après le deuxième, on a appareillé 13 enfants. Ensuite, on est allé à 300 km sur la côte, dans une autre ville, parce qu'il nous restait des appareils. Et donc, quand on est arrivé là-bas, on a trouvé que le terrain était vierge et qu'on faisait nous-mêmes notre programme ici pour dire voilà ce qu'on va faire. Et on proposait ça à l'inspection académique de la région. Et puis, ils nous ont ouvert les portes des écoles pour accomplir notre mission.